pourquoi ce mot a eu tant de succès et pourquoi il a eu un succès si rapide. Ça a dû sortir de l'ornière beaucoup de gens à peu de frais. Et comment et pourquoi? C'est ça, il y a deux raisons pour lesquelles les mots ont beaucoup de succès, parce que ça tombe au bon moment, pour une raison X ou Y, mais aussi ça tombe au bon moment pour disculper ou bien pour permettre à des gens de se tirer d'un mauvais pas présent. Donc c'est ça qui m'intéresse. Et d'autre part, le fait que le commun puisse caractériser une tension politique et une décision politique, une délibération, sans doute, c'est extrêmement intéressant. C'est pas loin de la chose publique d'ailleurs, mais ça doit retomber sur quelque chose. Par exemple, je réfléchissais à la possibilité de mettre en commun l'espace public, l'espace urbain, justement. Et c'est tout à fait souhaitable, tout à fait intéressant, tout à fait. On peut réaliser des miracles, on pourrait faire des miracles avec ça. Mais une fois qu'on a fait ces miracles, qu'on a ordonné, réordonné, réinvesti l'espace urbain, on est bien obligé de tomber sur quelque chose qui ressemble bougrement à de la propriété privée individuelle, ne serait-ce que au motif qu'elle est en quelque sorte un rempart efficace pour garantir l'intimité de la résidence contre les exactions du pouvoir. Donc le commun a beaucoup de succès, mais il débouche aussi sur bien des problèmes. On retombe vite sur le commun de la vie de tous les jours aujourd'hui. Je plaide mon propre cas, c'est-à-dire que la séduction que ça occasionne, donc une séduction qui s'explique comment, est-ce qu'on pourrait mettre en débat, est-ce qu'on pourrait mettre en commun les séductions qu'on a eues devant ce mot, pas les séductions qu'on a eues devant ce mot, mais en quoi ce mot nous a séduit. Moi je vous expliquais pourquoi il m'a séduit, parce qu'il me semblait être un remède intéressant à la question de l'aménagement urbain. Alors appliquer à l'aménagement urbain, c'est merveilleux. Au niveau de la structuration de cet espace urbain, au niveau de penser la ville. Mais une fois qu'on a pensé la ville, et on l'a pensée de façon extrêmement intéressante, on retombe sur de la propriété privée, en tout cas pour l'habitat. Pour la gestion des espaces communs, c'est tout à fait autre chose, c'est très intéressant par contre. Donc il faut faire gaffe à là où on met les pieds. Alors la séduction, j'aimerais bien que tout le monde exprime en quoi il est séduit, pourquoi il est là, quoi. En gros, c'est ça la question. Dans votre exposé, et j'ai déjà parlé au moins 3 fois, votre gros mais beau bouquin, qui est d'autant plus passionnant que vous avez en 15 pages à la fin une synthèse absolument remarquable de la démarche, et que vous pouvez, proposition de lecteur, commencer par lire les 15 pages de la fin et remonter ensuite progressivement à l'intérieur, et là vous trouvez à ce moment-là des choses absolument extraordinaires qui correspondent en partie à ce qu'on sait déjà, mais c'est dit autrement, et puis avec des pistes de réflexion qui sont extraordinairement passionnantes. Bon, moi je dirais simplement une chose, dans votre exposé, puis là je regardais encore un peu, il y a un mot que j'espérais et que je n'ai pas trouvé, que pour l'instant je considère comme vraiment un terme clé, c'est la notion de partage. Qui pour moi est le paradigme fondateur, qui a cet avantage particulier d'être un terme bifonce, à double dimension. Partager, c'est d'ailleurs, le partage, c'est comme le terme parenté, ce sont des termes qui renvoient à un principe de réunion et un principe de division. Donc ça permet à la fois
de mettre de l'ordre dans un certain type de démarche et en même temps d'identifier ceux qui vont effectivement avoir en commun, non pas la ressource, mais la décision de gérer un type de démarche qui va produire un fait de société. Et donc, et ceci à la différence d'autres qui auront d'autres enjeux, d'autres objectifs, d'autres possibilités d'organiser d'une façon sensiblement différente ce type de démarche. Et pour moi, un des enjeux du paradigme du partage, c'est de jouer en binôme avec le paradigme de l'échange. Et vous citiez Marcel Mauss tout à l'heure, vous vous souvenez que le sous-titre de l'essai sur le don, c'est forme et raison de l'échange dans les sociétés primitives. Et moi, dès que j'ai commencé à lire Marcel Mauss, je me suis dit, mais Papa Mauss, pourquoi il nous parle de l'échange alors que, fondamentalement, bon, alors, moi j'ai interprété cela comme en disant que Marcel Mauss était immergé dans les idées de son époque et que, effectivement, l'échange était le paradigme unificateur d'un certain type de démarche, mais il faudrait, à mon avis, que l'on approche de manière beaucoup plus analytique et critique cette notion de partage, parce que là, on a le principe politique que vous visez et qui permet de comprendre comment on peut construire de nouvelles institutions qui ne soient pas de l'institutionnalisation. Et moi, je vous invite à travailler la notion d'institution. Vous l'avez fait, mais j'ai aussi travaillé un peu la chose de mon côté, même pas mal. Et pour moi, justement, la notion de commun, en échappant à toute cette dimension, échappe finalement fondamentalement à notre conception du droit. Et renvoie donc à des processus de juridicité qui sont d'une autre nature. Et, à mon avis, vous ouvrez bien des pistes, mais sur le droit coutumier ou sur des choses comme ça, vous restez un peu englué dans des idées occidentales. Moi, je suis africaniste. Bon, ouais, j'ai travaillé sur le foncier en Afrique et justement j'ai travaillé sur ces questions-là. Et je viens de sortir un texte qui va être diffusé bientôt. Pourquoi pendant 30 ans j'ai travaillé sur les communs sans le savoir. Et ça c'est vraiment passionnant, mais j'ai fait exprès de ne pas travailler sur les communs parce que ce que j'observais en Afrique était extérieur à la littérature qui parlait des communs, et en particulier à cette littérature des enclosures, remarquablement écrite par Marx, vous le citez, mais il reprend dans d'autres parties du Capital, mais qui en même temps, l'expérience anglo-saxonne ne correspond pas à d'autres expériences, tant nos expériences continentales que surtout les expériences africaines. Et sous cet angle-là, Elinor Ostrom, avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler, rencontre un certain nombre de limites parce qu'elle reste immergée dans le monde à la fois intellectuel, économique et politique anglo-saxon et a une conception de la propriété qui est fondamentalement anglo-saxonne. Et donc, Elinor, c'est la rupture, c'est la reconnaissance, c'est la possibilité de parler enfin des communs d'une façon officiellement reconnue, mais en même temps, attention, les principes de politique d'Elinor sont extraordinairement percutants, mais sa manière d'enfermer les problèmes reste culturalo-déterminée, culturalo-centrée. Bon, je ne voudrais pas aller trop loin, parce que je risque après de... Mais je voudrais que vous parliez un petit peu comment vous réagissez par rapport au partage en particulier. J'aimerais que vous reveniez sur disons, le distinguo que vous établissez entre les communs et les biens publics mondiaux, vous avez fait allusion. Alors j'entends bien que dans la définition que vous nous proposez des communs, on n'est pas que sur un objet qui serait obligatoirement de cet ordre-là, mais qu'il y aurait derrière une volonté politique. On n'est pas dans un bien commun par essence comme le climat. Ok, mais la question que je voudrais poser, c'est
en quoi, sur cette question du climat, qui est quand même une question assez importante pour l'avenir de la planète, en quoi le concept de commun permettrait d'avancer différemment, mieux, plus vite, plus intelligemment que dans l'approche actuelle. Vous avez fait référence aux organisations des Nations Unies ou effectivement au concept de bien public global. Sur ce que vous avez dit, en effet, sur la question de la séduction, je pense que ça participe en effet ça participe tout à fait de l'expansion de la thématique. Mais je voulais simplement ajouter deux choses. Ce succès du commun, il vient de la perception d'un assez grand nombre de gens que le néolibéralisme est avant tout l'extension de la logique propriétariste. Je voudrais préciser ça parce que c'est précisément pas du tout comme ça que nous l'avons analysé dans notre propre ouvrage sur le néolibéralisme. C'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire que peu de gens ont remarqué qu'il y avait en quelque sorte un déplacement dans notre approche, parce que nous pensions surtout à la mise en concurrence généralisée finalement des individus, mais ce qui n'était pas exclusif justement de la question de la propriété. Et donc, en travaillant cette question-là, nous sommes, je dirais, de plus en plus intéressés à la question de la propriété qui nous avait, je dirais, qu'on avait laissé un peu de côté, il faut bien l'avouer, à tort, là-dedans, alors que c'était un peu incohérent avec ce que j'avais fait moi-même par ailleurs, travaillant sur la question de la connaissance et des transformations des champs de la recherche et de l'université, etc. Bon, ceci est un point important. Commun et propriété apparaissent comme des termes, enfin, surgissent comme des termes vraiment, vraiment antinomiques. Deuxièmement, la grande question, évidemment, celle de la propriété privée que vous posez. Mais justement, définir le commun comme principe politique de mise en commun dans un agir collectif ne nous amène pas à vouloir abolir la propriété privée, c'est-à-dire à supprimer ce qui, en fait, a constitué aussi bien nos sociétés que nos subjectivités. Je veux dire que là, il ne s'agit pas de faire la révolution radicale, la révolution culturelle qui consisterait à abolir ce qui nous a constitués. Mais cela conduit à faire prévaloir des droits d'usage par rapport à des propriétés. Je vous parlais du logement. À Naples, la municipalité a pris un certain nombre de mesures de réquisition très conditionnées de terrains laissés en friche ou de logements libres. La réflexion de municipalité, les catégories plus exactement qu'ils utilisent, c'est précisément celle de l'uso, de l'usage. Voilà qui nous dirige effectivement vers ce champ immense de réflexion, je dirais juridique, en effet, qui pose la question de la juridicité de catégories comme celle de l'usage. Bon. Mais je dois dire plus précisément même que nous pensons que finalement ce qui importe, c'est l'acte collectif de mise en commun, de décision de mise en commun. Dans la ville, la question c'est de savoir quels seront les terrains, etc., qui seront mis à disposition de la collectivité, etc. Voilà. Alors, sur la question du partage, je vous remercie aussi de votre question. Je suis très très sensible à vos remarques parce que je voudrais simplement préciser que nous avons
nous affirmons un certain nombre de choses, nous proposons un certain nombre de choses. Nous utilisons d'ailleurs beaucoup le terme de proposition. Proposition, ça veut dire étymologiquement commencement. Commencement, c'est-à-dire que on commence et on ouvre un espace, et dans cet espace de réflexion, en effet, on peut objecter, compléter, évidemment, je dirais d'une certaine façon, surmonter, dépasser des contradictions, des antinomies qu'on trouvera presque à toutes les pages dans notre texte. Alors vous dites partage. Alors en effet, pourquoi n'utilisons-nous pas beaucoup cette dimension du partage? Parce que elle renvoie, évidemment pour nous, à quelque chose qui est second. Alors on a peut-être tout à fait tort, hein, mais qui est second par rapport à ce que j'appellerais la participation. Notre travail est politique. Il consiste à dire que ce qui importe, nous avez raison, c'est la façon dont des individus membres d'un collectif participent à l'élaboration, à la décision. Et se partagent en quelque sorte les tâches. Donc le primat du politique est pour nous quelque chose d'extrêmement important. Et à l'intérieur de la communauté politique, si je puis dire définie par cette coactivité, évidemment, se pose la question des modes d'échange, des modes de distribution des biens. Mais peut-être avons-nous tort de penser que ce qui doit être premier, c'est cette définition politique, en quelque sorte, des rôles, des tâches, des fonctions, des droits et des devoirs. Peut-être sommes-nous trop aristotéliciens, parce que Aristote, relu par exemple par Polanyi, fait exactement ça. Les formes d'échange sont en quelque sorte, elles sont plurielles d'une certaine façon chez lui déjà, comme chez Polanyi, elles sont déterminées par quelque chose qui précède, qui est la création, l'entretien d'une communauté politique qui fixe un certain nombre de règles, dont les règles de l'échange. Alors c'est vrai que nous ne sommes pas très anthropologiques, si je puis dire. Je ne sais pas si le terme est adéquat, mais nous ne partons pas, notre démarche n'est pas maussienne, c'est-à-dire elle ne part pas d'invariants anthropologiques, de rocs fondamentaux, comme il parle à propos du don. C'est vrai que ce n'est pas là notre approche. On peut nous en faire le reproche. Nous ne partons pas d'une condition humaine commune. C'est un choix que nous avons fait. Nous ne partons pas de la nature des biens, nous ne partons pas non plus du commun comme quelque chose qui serait déterminé par notre co-appartenance, si je puis dire, à l'humanité. Donc ça, c'est les limites de notre approche et les démarcations que l'on fait. Parce que vous trouverez, je le dis pour ceux qui sont intéressés par cette notion, vous trouverez en philosophie beaucoup d'auteurs issus d'une lignée déridienne, néo-heideggerienne, etc., qui finalement font du commun ce qu'Heidegger appelait l'être ensemble, Mitsein. L'être ensemble. Et donc le commun, c'est le fait précisément que la condition humaine, l'humaine condition, fait que de toute façon nous partageons justement une condition commune. Et détermine à partir de là, ces philosophes déterminent à partir de là toute une série de conséquences qui peuvent être des conséquences évidemment politiques. Mais vous voyez qu'ils partent leur démarche est pour le coup là ontologique. L'être humain est un être du commun. Bon, donc on peut entrer de façon très différente. Je vous répondrai tout à fait la même chose pour la question du climat. Vous comprenez peut-être mieux alors pourquoi j'ai pris cet angle-là. Parce qu'il s'agit de partir et de réfléchir aux processus politiques qui permettent précisément de faire de telle ou telle chose un commun. Pour le dire dans nos mots, le climat doit être institué
comme un commun. Il doit être institué politiquement comme un commun. Ce qui veut dire qu'il faut mettre l'accent sur ce qui aujourd'hui est ce que nous appelons la tragédie du non commun. C'est-à-dire tous les mécanismes, tous les processus, toutes les logiques qui font qu'un accord est si difficile dans ce domaine-là entre les États-nations. On n'a pas beaucoup parlé des États, ce serait intéressant. Mais, voilà. Et donc, pour nous, la question du climat suppose une construction politique. La manière dont les règles sont élaborées, décidées, appliquées, etc. La question du climat est une question politique, de construction politique, de construction institutionnelle. Voilà pourquoi nous... alors, ça n'empêche pas que nous sommes parfaitement conscients des risques, etc., etc. Mais justement, il faut cesser de penser qu'une prise de conscience progressive des opinions publiques, etc., suffiront à régler le problème du climat. Donc voilà, poser d'emblée la question du politique. Et je crois que c'est pas hors de propos de penser que on fera assez vite le lien, semble-t-il, entre cette construction d'un gouvernement, des formes politiques mondiales, l'apparition de formes politiques mondiales, le développement de formes politiques mondiales, en relation avec des défis qui doivent être réglés à ce niveau-là.